Café Plot. Je m'appelle Tootsie, je suis fan de disco et d'histoires sordides. J'espère que vous trouverez ici un excellent moyen de confronter votre solitude, parce que généralement c'est ça qui arrive quand on écoute deux personnes jaser sans pouvoir intervenir. Parce que oui, vous m'avez bien entendu, je vais jaser avec quelqu'un aujourd'hui. Parce que pour la première fois de toute l'histoire de Café Plot, j'ai un invité avec moi. Il a fallu 3 épisodes pour ça. Hello! Et c'est nul autre que Julien Desrosiers. Allô Julien! C'est moi, bonjour! C'est vous! Bienvenue ici! Julien, ce soir je t'ai invité pour 2 raisons. Premièrement, parce que tu es mon ami, ce qui fait de toi un Nepo Baby en ce moment. Et deuxièmement, parce que tu es un artiste multidisciplinaire qui a un penchant pour l'horreur gothique. Alors quand je t'ai laissé carte blanche pour le sujet d'aujourd'hui, je m'attendais pas nécessairement à ce qu'on jase de comédie d'horreur. C'était dans mes choix. J'en avais plein d'autres en tête, mais oui, je pense que c'est dans les choses qui m'influencent le plus. C'est dans les choses que je préfère le plus. Tu sais, j'ai souvent dit dans l'horreur, le gore m'importe peu. Puis souvent ce qui me marque le plus c'est j'ai été plus fan de PG-13 dans ma vie que Rated R. Ah ok. Puis il y a des raisons pour ça souvent parce que c'est moins axé sur le shock value, c'est plus axé sur l'histoire. C'est pas tout le temps bon pour nécessairement, puis c'est pas un gage de bon film, mais comme ouais, je suis un peu autant que j'aime les cinémas super indépendants, PG-13 c'est plus grande écoute, puis des fois je préfère ça. Alright, j'allais te dire quelques mots sur ce choix, mais tu viens de le faire. Quelques mots sur toi alors. Mon nom a été dit. Je fais plein d'affaires. Je fais de la musique, je fais de la photo principalement, que ce soit conceptuel, portrait, spectacle, etc. Puis, ouais, je pourrais dire j'ai un sens de l'humour un peu plus vers l'absurde. C'est pas rare que je dis des niaiseries, c'est pas rare que je me mets le pied dans la bouche en disant des niaiseries. Voilà. C'est un peu moi, ça. Parfait, t'es en plein à bonne place. Je tiens à dire qu'aujourd'hui, ça va être un épisode un peu plus décontracté, plus freestyle, pour 2 raisons. Encore une fois. Je me en jogging. Mais qu'est-ce que tu portes là? Des pétalons. Des pétalons. Des pétalons. Tenue de soirée, ça fait du sens. Il est 21h. Et tout nu de soirée. Je suis habillé, là. En tout cas, oui. Voilà, ça va être un épisode plus décontracté pour 2 raisons. Parce que j'ai décidé très dernière minute d'enregistrer ça. Et deuxièmement, parce que tu dis oui. Moment qu'on en parle, voilà, moment qu'on en parle, qu'est-ce que j'ai écrit là? Who wrote this? Lis ton script. Ok, je veux dire, ça fait... Ah oui, ce que je voulais dire, c'est que ça fait déjà un moment qu'on en parle. Je dis ça comme si on faisait ça un peu broche à foin, mais je veux dire, ça fait déjà un moment que je parle de te recevoir ici, puis je connaissais ton sujet. Oui, ça c'est mon minou. C'est comme un peu le cat café, mais avec des chattes. Voilà, je connaissais ton sujet, et puis au départ, je voulais qu'on choisisse chacun un film, un sous-genre, puis qu'on échange principalement sur ces films-là. Ce sera pas exactement ça. Mais je crois que ça va être très intéressant quand même. Oui, je suis super ouvert. Je me suis fait une petite pelletée de recherche, puis j'ai pas nécessairement le goût non plus que le podcast, ça sonne juste comme une page Wikipédia. Fait que je vais survoler rapidement, puis on va pouvoir parler de ce qui nous intéresse plus dans tout ça. Mais je vais surtout arriver comme dans les années 2000 jusqu'à aujourd'hui pour parler de ma théorie sur qu'est-ce que la comédie d'horreur est devenue, surtout. Il y a une théorie. Tout le temps. On peut partir directement dans le vif du sujet si tu le permets. Moi, je t'écoute, j'ai la bouche pleine. C'est pas de ma faute. Oui, c'est ma faute, c'est moi qui aime des bonbons. Mouche. Oui, j'ai fait que là, le petit bout petit peu Wikipédia que je vais partir, c'est 1920. On part les premières documentations de la comédie d'horreur avec le Sleepy Hollow de Bruce G.
Hellenbeck. Je pensais que c'était Tim Burton. Non, en 1820, il était pas là encore. Non. Mais oui, tu sais, Chabot Crane, ça restait tout le temps un peu ridicule que s'il arrivait, même si l'histoire était épeurante, entre guillemets. J'ai fait des guillemets pour ceux-là qui ne le voient pas. Wink wink. Mais oui, fait que, c'est la seule fois que je ne vais pas parler du cinéma, je vais juste partir avec le début. Après ça, j'arrive jusque dans le cinéma des années 30-40 avec les films de Universal. L'Homme invisible de 1933. Je sais pas si tu as déjà vu. Je pensais que c'était Paul Verhoeven. Non, ça c'est Hollow Man, ça c'est même pas pareil. Ça s'appelle même pas jour. Mais ouais, 1933, Invisible Man, c'est drôle, hein? Petit pépère. Comme tu as une actrice en particulier qui joue le propriétaire de l'hôtel où est-ce qu'il s'en va se cacher. Les faces qu'elle fait, il faut que je rewind à chaque fois parce que c'est juste trop drôle. Fait que oui, c'est volontaire. C'est pas complètement une comédie, mais on rentre justement juste. Tu sais, c'était une belle initiation à la comédie d'horreur. Mais on arrive en 48, puis là, t'as comme. Mais je t'interromps 2 secondes juste avant qu'on arrive dans les années 40, parce que je voudrais juste retourner peut-être 30 secondes aux années 20. Oui. Je viens de t'interrompre comme Pénélope, excuse-moi. Mais je me rappelle qu'on s'était déjà obstiné aussi par rapport, voyons, à savoir si Axan était une comédie d'horreur ou pas. Moi, je trouve ça très drôle, Axan. Je trouve que c'est c'est vraiment une façon sarcastique de regarder la religion. Il y a beaucoup de passes qui me font beaucoup rire, puis je pense que c'était volontaire à l'époque. Faudrait que je cherche plus loin, mais oui, pour moi, Axan, ça reste une comédie, mais tu sais, c'est personnel. Mais ça fait du sens. Ça fait du sens, mais je me mets dans la peau aussi des gens à l'époque qui ont pas dû nécessairement le recevoir, qui ont pas dû le recevoir comme une comédie. Ben voilà, faudrait que je me le retape aussi avec un œil peut-être plus sociopolitique. Ouais, puis juste le démon qui barate du beurre puis qui a clairement l'air de se crosser, c'est drôle. Point. Comme il n'y a rien d'autre à regarder là que c'est drôle. Que faites-vous, démon? Je barate du beurre. C'est ça. Alright, makes sense. It's kind of funny. Oui, 48, j'allais parler de celui qui est nommé dans tellement de films d'Hollywood, c'est Abbott et Costello qui rencontrent Frankenstein. Parce qu'ils ont rencontré à peu près tous les monstres de Universal, mais celui-là en particulier. Ouais, c'était comme le Marvel Universe de l'époque. Ouais, mais avec Abbott et Costello. Qui c'est drôle parce que eux autres, c'est ça. Il y a les monstres de Universal qui sont là, mais vu que c'est des personnages de comédie, l'horreur prend complètement le bord, pis c'est juste la comédie, c'est construire une comédie, mais il y a des monstres dedans. Personnage de comédie. Abbott et Costello, c'est comme. Attends, faut peut-être falloir que tu m'en dises plus. Je pensais que tu me nommais un acteur. Non, c'est 2 personnes, c'est un duo un peu avant Laurel et Hardy. Ok. Fait que tu sais, si tu connais la joke Who's on First, c'est eux autres qui l'ont parti en premier. Fait que tu sais, c'est une joke qui est encore utilisée aujourd'hui. De juste répéter des affaires, de ramener en loop la joke jusqu'à temps que ça devienne excessivement drôle. Anyway, ils ont parti beaucoup de choses. Fait que ça part d'eux, admettons, le Don't Call Me Shirley. Non. C'est pas pareil. Mais je veux pas expliquer la joke Who's on First pendant comme un bout de temps, mais en tout cas, tout ça pour dire qu'on commence PG. Tu sais, dans Invisible Man, il n'y a pas une goutte de sang, dans les Abbott et Costello non plus. Puis là, on est dans les années 40, que tu dis? 30-40, les deux, je les ai mis ensemble. On est dans les années Codays aussi. Je pense que ça commençait à. Comment je présente ça? C'est pas tout qui passait au conseil, plutôt. Non, mais tu sais, même Frankenstein, tu crois, 32. C'était la sortie de Noël de cette année-là, puis ça a été le plus gros film de l'année. Fait que c'était gros l'horreur, mais c'était pas pareil. Anyway, je veux pas faire une. C'est fouestif. Fouestif. Joyeux Noël. En y allant par les décennies, comme je t'avais dit tantôt, mais les auditeurs ne savent pas, je skip les années 50 complètement. On était dans les années de la science-fiction, on était dans les années de nucléaire, on parle pas vraiment d'horreur dans cette année-là, fait que je skip. Pour arriver dans les années 60-70, où est-ce que l'horreur gothique est très à la vue. On a Vincent Price, on a Christopher Lee, puis justement, j'ai donné des exemples avec ces deux-là. Dr. Phibes et Dr. Phibes Rises Again, c'est des comédies d'horreur solides avec Vincent Price. Puis Dracula and Son, c'est pas bon. Mais c'est drôle par moment. Puis je me mets à ajouter encore dans l'horreur gothique, puis même si c'est un monstre, il faut quand même le nommer, mais Polanski a fait Fearless Vampire Killers avec
Sharon Tate. Puis, étrangement, Dracula and Son et Fearless Vampire Killer, ils ont la même joke. C'est une joke de crucifix avec des vampires, d'avoir un vampire qui est juif. Dans Fearless Vampire Killer, c'est un vampire qui est juif, puis dans Dracula and Son, c'est un communiste. Fait qu'à la place d'un crucifix, il met une faucille puis un marteau. Les gens comme mais bon, fait que c'est ce genre de joke-là. Puis tu sais, ça. On est dans le thème beaucoup plus, tu sais, campy, c'est pas. Tu sais, c'est sinistre, mais c'est drôle. Les méchants sont très comme exagérés, c'est très caricatural. Penses-tu qu'on pourrait compter Whatever Happened to Baby Jane là-dedans, ou tout ce qui appartient, disons, au mouvement de la exploitation? Sans que ce soit drôle, le côté caricatural, oui. Le côté sinistre aussi, mais tu sais, même dans ces films d'horreur, qui sont des comédies, Vincent Price avait le même ton. T'sais. Fait que oui, on peut dire que ça rentre dans le même ton sans nécessairement rentrer ça dans la comédie d'horreur, certainement. Je pense que c'est plus une affaire de la décennie où est-ce qu'on en était. Bon, je sais pas. Amen. Là, je skip vite. On est rendu dans les années 80. Là, la comédie d'horreur devient accessible. On est dans le VHS. On peut se permettre d'être plus trash. Les clips vidéo existent. T'as plus besoin de passer ça en salle. La censure n'est pas pareille. T'as la naissance de Trauma puis Full Moon qui amène une partie de comédie d'horreur vraiment pas... pas correct. Pas correct, mais comme ailleurs. Là, comme, c'est pas politiquement correct, en tout cas. Non, it's not. Mais c'est engagé. Ouais, Full Moon, c'est plus... Non, mais je parlais de Trauma. Ouais, Full Moon, c'est plus comme... On peut-tu avoir une actrice qui se montre les seins? Oui, ben prends-la tout de suite. Master. Ouais, puis tout, Glorious Dollman, etc. Puis, mais là, t'en as eu aussi des plus... Ben justement, on rentre dans l'engagé. T'as eu des films comme The Stuff, qui étaient là. On a aussi... je pense que c'est les années 80 ou début 90. Là, je sais pas, un Frank Henenlotter. C'est pas 90, c'est 89. Ouais, genre, fait que, tu sais, bon, t'as eu Stuart Gordon avec le réanimateur, t'as Return of the Living Dead, t'as les Gremlins qui arrivent, t'as Evil Dead 2, Ghostbusters que... Oui, Evil Dead 2, quel switch de ton. Oui. Quand même, qui fit avec l'époque, en fait. Oui, puis justement, je vais y arriver tantôt en parlant de ton, mais je vais finir ça. On va se rendre tantôt. Ghostbusters, je pense que c'est hyper important parce que, parlant de ton, je vais le noter de côté, justement. On va mettre... fait que oui, on avait dit quoi, là, les Evil Dead 2. Peux-tu dire ton encore? Ton. Merci. T'attends. Puis, un film hyper important, étrangement, mais que le monde a mis de côté, c'est Friday the 13th 6, qui est l'arrivée, selon moi, de l'horreur méta à grand public. Mais ça, j'avais hâte de t'entendre là-dessus. Le monde parle directement à la caméra. Ils font des apartés comme dans Ramdam? Ouais. Damn. Ouais, Je me rappelais plus de ça. t'as des jokes directement à la caméra, t'as des jokes hyper weird, genre de la petite fille qui lit la philosophie super poussée, ou tu sais, des petits jokes de même où les deux enfants qui sont cachés en dessous du lit, que Jason va clairement les tuer, puis sa question c'est qu'est-ce que tu voulais faire plus tard? Tu sais, qu'est-ce que tu voulais faire quand t'allais être grand? Tu sais, c'est ça, tout est une joke, puis t'es juste comme ok, c'est. C'est deep quand même. Oui, puis c'est très, justement, c'est très méta, c'est très. Même les coupes. Il y a des jump cuts qui sont des jokes méta en soi. C'est beaucoup mieux fait que le monde pense. C'est le 3/4 des Friday the 13th. Je considère que c'est des films un peu de vidange. Ils sont fun, mais comme il n'y a pas de contenu. Mais celui-là en particulier, je suis comme si t'en as un à regarder, c'est lui. Puis dépendant qui réalise aussi, ça, c'est jamais la même personne. Fait que ça change beaucoup. Puis vu que le VHS arrive, c'est aussi la montée des effets spéciaux plus poussés. Là, on arrive dans le fond de latex plus hot. On arrive dans pouvoir juter plus. Fait que là, on a l'humour de la comédie d'horreur qui est plus juste dans la comédie, mais qui peut faire du gross out. Là, on peut commencer à faire juste comme « Ah, c'est bien dégueu, mais c'est drôle, j'ai du fun. » On n'avait pas ça avant tant que ça. Oui. Donc, là, on parle de splatter comédie à la Brain Dead. Oui, mais justement, 90, on arrive, début 90, on arrive avec Brain Dead, justement. Puis c'est la continuité exacte de ça, mais je trouve ça le fun, justement, tout s'emboîte. On a comme la comédie qui arrive, l'horreur gothique, c'est plus campy, on passe du campy à
à quelque chose de plus trashy, de plus, de plus exploitatif en même temps, qui ose plus, puis qu'on va vers le gore qui est drôle. Puis c'est ça que j'aime. Moi, j'aime pas le gore qui essaie de me choquer, mais si tu mets tellement de gore que c'est drôle, je suis embarqué. Fait que, ouais, Brain Dead, c'est comme parfait. Ah, c'est excellent. Puis étrangement, les années 90, autant que la continuité de tout ça est là, t'as aussi une nouvelle vague qui est beaucoup l'horreur PG-13, puis l'horreur pour enfants qui arrive. Fait que t'as là, Are You Afraid of the Dark, Goosebumps, Buffy, qui est toutes de la comédie d'horreur, mais qui est faite pour un public plus jeune qui embarque. Et là, je parlais de rapidement, c'est mais ouais, Freddy 6, 7, excuse-moi. Freddy 6. Wes Craven's New Nightmare puis Scream, 94-96. Là, Wes Craven arrive puis il met le mot méta dans le zeitgeist. Là, il fait embarquer ça dans nos têtes. Et sans que ce soit complètement des comédies d'horreur, les deux, ça va devenir super important pour où est-ce qu'on s'en va dans les années 2000. Parce que là, toute cette intro-là, c'est pour se rendre à l'ère postmoderne de la comédie d'horreur, où est-ce que, malgré eux, le public sont devenus sophistiqués. Ah. Moi, vois-tu, c'est l'époque où la comédie d'horreur commence à me perdre. Ouais. Dans le sens où j'ai jamais été moi-même un fan solide de comédie d'horreur. Ce qui va... je vais aimer un certain type de comédie qui va se rapprocher, qui va être très près, selon moi, de la comédie d'horreur. On en parlera plus tard. Mm-hmm. Mais sinon, la comédie d'horreur pure et dure, à part pas des classiques comme Return of the Living Dead, mm-hmm. ou trucs comme ça... on dirait que j'aime pas les films qui sont trop self-aware. Mais en même temps, t'es un fan de Scary Movie. Ouais. Scary Movie, ouais. Puis c'est là. Explique-moi ça. Ben, j'ai une personnalité très contradictoire, Julien. Et oui, je suis très fan des Scary Movies, mais les Scary Movies, je dois dire que je les considère pas comme des comédies d'horreur, je les considère comme des comédies. Parce que, bon, techniquement, pour qu'un film soit qualifié de film... Pour qu'un film soit un film d'horreur, il doit avoir selon moi, de la tension. T'sais, on a écouté Idle Hand dernièrement, puis... je veux dire, c'était très drôle, c'était dans les mêmes années que Scary Movie et tout, mais je trouve qu'on sent... Parce que les éléments d'horreur sont beaucoup plus présents que dans un film que Scary Movie où on est dans du spoof, tout simplement. On est vraiment dans la parodie, on se fout de la gueule. Puis, même là, tu sais, c'est on est plus proche. Ils mettaient des bouts de trailers de films sans que les films soient sortis. Fait que là, c'était juste une référence qu'on n'avait pas de contexte parce que c'était juste ça. On est peut-être rendu plus dans les... dans les epic movies pis ces shit-là. Mais même, en tout cas, je pense que quand... Peut-être avant ça même aussi, là, je dois dire que... Les jokes de The Other, c'était dans le 2, ça? Non, ça c'était dans le 3. 3? Parce que avec Charlie Sheen. Parce qu'on a ça, c'était juste une joke du trailer, le film n'était pas fait encore. Mais oui, ça fait partie, par exemple, justement, j'ai marqué comme... On s'adapte côté horreur aussi côté comédie, à qu'est-ce que la comédie était disponible dans ces années-là. On avait beaucoup de stoner comédie pour ados. Puis justement, Scary Movie puis Idle Hands s'y mêlent beaucoup à ça. Ouais. Mais quand je parle de postmodernisme, je pense vraiment de un public qui connaît tellement les clichés que c'est de ça qu'on peut rire. C'est de la façon que les films sont tournés, c'est ça la joke, c'est check, on est en train de tourner les clichés sur le côté. Fait que là on a des films comme Shaun of the Dead, Tucker and Dale vs. Evil, Cabin in the Woods, Behind the Mask, The Rise of Lasse Vernon, qui sont toutes dans la même catégorie de films qu'on déconstruit le film d'horreur et c'est ça qui fait que c'est drôle. Et c'est tous des films que j'aime beaucoup. Je pense que celui que j'aime le moins dans la gang, c'est Cabin in the Woods, juste parce que ça se réécoute très mal. Ah, tu trouves? Ouais. Je le déteste pas, Cabin in the Woods. Je le déteste pas. C'est sûr, je te dis, c'est tous des films que j'aime beaucoup. C'est juste qu'ils se comparent à côté de Shaun of the Dead. Non, c'est... c'est non. Puis... C'est pas le même réalisateur. Non. Non, je pense que c'est le premier film du gars, Cabin in the Woods.
Ouais, mais je pense que c'est un gars qui avait travaillé sur Buffy. Oui, il a écrit le film avec Joss Whedon en 3 jours, justement. Joss Whedon. Joss Whedon. Un autre caca du cinéma. Mais. On l'a pas vu, c'est beau. Non, mais c'est pas. Non, mais c'est pas une personne. En tout cas. Ah! On parlait pas du film, mais de la personne. Puis tu sais, ça, je comprends. Autant que je dis que les jokes viennent des clichés, ça vient aussi des références, justement, avec des affaires comme Scary Movie ou même des caméos. Tu sais, dans Behind the Mask, le fait que le Loomis, ça soit Robert Englund, c'est une joke en soi. Tu sais. Le fait que la bibliothécaire, c'est Zelda Rubinstein de Poltergeist, c'est une joke. Mais c'est ça. This house is clean. Même pas vrai. Non, maudite menteuse. Menteuse! Puis on arrive justement dans nos années ici où est-ce que je pense qu'on commence à sortir du postmodernisme. Puis qu'on a. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. J'ai même un exemple pour. Mensonge! Non, parce que j'allais donner des exemples comme qu'est-ce qui est sorti cette année. Puis, tu sais, on a Heart Eyes qui est sorti cette année qui est exactement ça. Ça déconstruit une espèce de comédie romantique de Hallmark. Puis il y a de l'horreur dedans. Ouais, là, tu vois, je dirais qu'on est dans un. On est dans un juste milieu entre Scary Movie et Scream, en fait, niveau tonal, ça existe-tu? Tonal. Mais. Comme le point. Je me tais. De rire. Mais dans les dernières années, il y a. Je vais parler de Substance 2 secondes juste parce que oui, c'est excellente. C'est un excellent point entre les deux. Mais justement, les références ne sont pas la blague. Là, on arrive vraiment parce que le drôle est dans le dégueu. On revient un peu à le gross out. On est ailleurs. Bravo, madame. Dans l'absurdité des situations aussi. Ça commence très. C'est tourné très premier degré. Mais ce qui se passe à l'écran n'a pas de crise de bon sens. Mais c'est dans le pathétisme des personnages, la joke est là aussi. Fait que ouais, c'est très 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 bien fait, mais je pense que tout le monde qui l'a vu, il y a personne que j'ai entendu faire c'était correct de Substance. Tout le monde était non, faudrait que tu vois ça, là, c'est ça. Fait que je suis pas pour pousser là-dessus, je pense que tout le monde le sait que c'est un bon film. Mais Deadstream, ce magnifique film. Qui... Avec le doigt dans le nez. Là. Oui, ce merveilleux film qui prend déjà un style qui est fatigué, le fan footage, qui trouve une façon originale de l'amener, qui réussit à mettre des jokes qui fonctionnent, une raison potable pourquoi ils sont là, et aussi des éléments de peur qui fonctionnent bien. Puis ça, j'étais juste comme, c'est tellement rare, une comédie d'horreur qui balance bien les deux. C'est souvent un ou l'autre, ou un et l'autre, mais qui se mêlent pas bien. Comme justement les films de John Landis, comme American Werewolf in London, où est-ce que t'as de la comédie, t'as de l'horreur, mais ils se mêlent jamais ensemble. C'est un gros problème avec les comédies d'horreur, c'est le ton. Mais des fois, c'est ça qui peut être la joke. Le ton. Ghostbusters, pour revenir à ça, 84. À chaque fois que les Ghostbusters sont dans une scène, c'est une comédie parce qu'ils ont les outils pour détruire les fantômes. Fait qu'ils n'ont jamais besoin d'avoir peur. Mais à chaque fois que tu es dans une scène puis ils sont pas là, c'est un film d'horreur. Ouais. Puis ça, c'est brillant. Fait que tu sais, utiliser le ton comme ça fonctionne bien. J'adorais l'intro. Avec la vieille madame. Avec la vieille madame. Qui dans le script était une jeune blondasse. Ouais, je suis content qu'il ait changé, elle fonctionne mieux, la vieille madame. Ben oui, parce que je trouve qu'on a beaucoup d'empathie pour la petite madame. Oui. Pauvre madame. Est-ce que vous avez est-ce que vous avez de la maladie mentale dans votre famille? Mon oncle se prenait pour Saint-Jérôme. On prend ça pour une autre. Je me répète celle-là. Ouais, c'était cœur, hein? Oui, puis je pensais aussi. Bon, là, puis je vais te laisser la parole après. Mais que je veux dire après tout ça? Mais le lien aussi entre la comédie et l'horreur est. Tu sais, les deux te font une espèce de release. Tu sais, t'as peur, ça vient te chercher, puis ça descend. Puis sinon, t'as comme le rire, puis après, ça descend. Tu sais, ça fait que. Puis c'est basé sur les mêmes choses. C'est dans la surprise, le timing, puis le choc. Fait que c'est quand même intéressant de voir que ça se mêle bien parce que c'est fait de la même façon. Ça va chercher les mêmes petites endorphines en bout de ligne. Ouais. Et pourtant, ça réussit à pas bien se mélanger des fois. Bon, c'est une question d'exécution. Mais oui, c'est pas mal ce que j'avais écrit. Donc, voici ma thèse. À toi. Wow!
Premièrement, très intéressant de t'entendre surtout. Je vais parler très lentement parce que j'ai pris moins de notes Moi, je suis comme... pour cette partie-là. Écoute, je ne suis pas le plus grand fan, je crois, de la comédie d'horreur. Oui, je suis un solide fan des scary movies, mais écoute, c'est mon humour un peu edgy, c'est bout. Par contre, j'aime les comédies très, très, très noires. Des fois, tellement noires... Que tu fermes la télé. Oui, non. On voit rien. tellement noire, tellement dark qu'elle se rapproche d'un film d'horreur et que souvent, elles vont me faire l'effet qu'un film d'horreur devrait me procurer. Mais pourtant, je regarde quelque chose qui est supposé être drôle. Et des fois, ça va fonctionner. Parce que je suis une merde que j'aime rire au détriment des autres. Mais si je prends des films comme les films de Todd Solondz, que je t'en ai fait écouter une couple. Mm-hmm. Donc le premier que je t'ai fait écouter, je sais pas si tu t'en rappelles, mais c'était Welcome to the Dollhouse. Oui. Je crois que c'était en 96 ou 80, je sais plus exactement c'est quelle année, j'ai pas fait des bonnes recherches. Mi-90 en quelque part. Mi-90, voilà. En fait, on suit le quotidien d'une fille qui est hyper solitaire, qui a pas d'amis, qui se fait bully à tous les jours à l'école, qui se fait pas écouter par ses parents, qui a une petite sœur qui se fait qui se fait kidnapper at some point, mais c'est pas ça que je voulais dire, une petite sœur qui est une petite crisse qui est une petite crisse puis qui a tout, qui est adorée des parents, et bref, c'est un film d'horreur, merde, pour moi, c'est horrible de voir cette fille-là se faire intimider, se faire... En tout cas, c'est injuste. Il y a quelque chose d'injuste là-dedans, puis ça va me causer le même effet que si je regarde un film comme... bon, j'exagère peut-être un peu, mais un film comme Martyr. C'est pas le même ton. C'est pas le même ton. Mais dans les deux cas, c'est très malaisant. Oui. Voilà, c'est plus sur le malaise. Mm-hmm. On joue sur le malaise. Je voulais te demander, vu tes goûts, si... parce que sans être de la comédie d'horreur, le Japon, dans les débuts 2000, ont fait une série de films où est-ce que le gore est tellement proéminent que c'est vraiment drôle parce que c'est cartoon, là, le sang qui pisse partout. T'as des films comme Machine Girl, Tokyo Gore Police, puis des films comme ça qui sont complètement... Machine. Oui, il y a des films complètement absurdes où est-ce que ça pisse partout, ça rentre-tu dans quelque chose qui te rejoint plus? Ben, je pense que oui, parce que je les ai pas vus, ces films-là. Je me suis beaucoup renseigné sur eux, mais j'ai pas encore pris le temps de les regarder parce qu'à la place, j'écris des podcasts qui parlent de cinéma. Que t'as vu? Voilà. Okay. Mais ça m'intriguait quand même parce que dans ma tête, ça rentre un peu plus dans tes goûts déjà que je connais. Donc, ouais, c'est vrai que, bon, naturellement, j'aime les trucs peut-être plus déroutants que les trucs qui... Excusez, j'ai perdu mon idée. Les trucs de machine. Électrocardiogramme. Oui, je les ai pas vus ces films-là, puis voilà, j'aimerais beaucoup voir Tetsuo. C'était le premier sur ma liste. C'est Space Anti-Pépère, Tetsuo. Oui! Ça a l'air d'être un bon double feature à faire avec le premier film de David Lynch, Eraserhead. Oui, les deux c'est du noir et blanc. Par ça, il n'y a pas beaucoup de liens, là, mais oui. Moi, mais Tetsuo, j'avais loué ça au marché clandestin dans le temps. Oh. Ça fait pas... Le marché clandestin? Oui, c'était une espèce de club vidéo / magasin qui vendait des films étrangers, surtout asiatiques, sur Ontario, caché dans... il fallait que tu montes des marches, puis s'il n'y avait pas vraiment d'enseigne, c'était louche. Je suis arrivé trop tard à Montréal. Oui. c'est une autre. Mais oui, donc, ok, continue. Donc voilà, je tenais à mentionner les films de Todd Solondz parce que bon, selon moi c'est pas des films d'horreur, mais ça comporte beaucoup d'éléments ça peut me faire ressentir les mêmes choses. Bref, c'était mon résumé. Dead Becomes Her. Ça compte comme une comédie d'horreur. Ça compte comme une comédie d'horreur. C'est juste que c'est pas dans la section horreur, c'est dans la section comédie. Mais ils sont interchangeables les deux.
Ça, j'adore, mais j'aurais de la difficulté à dire pourquoi, parce qu'il n'y a rien d'autre qui ressemble à ça. Il n'y a rien d'autre qui ressemble à Dead Becomes Her. The Substance. Ouais, oui. En fait, j'avais mis dans mes notes, puis c'était le. Je voulais faire ce parallèle-là, tu vois. Personnalité contradictoire. Mais oui, The Substance, pendant tout le film, j'étais comme c'est un des seuls films qui fait penser à Dead Becomes Her. Mais oui, c'est unique. C'est les bonnes années de Robert Zemeckis. Nom 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 nom. Nom 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 nom. Bruce Willis avec une moustache. Il faut absolument que. Qui avec une moustache? Bruce Willis. Ah oui, puis des cheveux. Des cheveux, des moustaches, puis des bretelles. You're flaccid. Flaccid. Pas film. She's such a cunt. I love her. As-tu vu She-Devil? She-Devil Wear Prada? Juste She-Devil. Ah, c'était avec... Roseanne. Je dis tout le temps Meryl Streep puis Susan Boyle. Je peux comprendre. Juste à cause du cover. Mais... Parce que c'est une comédie dans le ton de Dead Becomes Her sans être la même chose. Ouais, c'est ma mère qui écoutait ça souvent. Le dernier film que je voulais mentionner, je tenais absolument à en parler parce que c'est un de mes films préférés à vie. Et encore une fois, c'est pas une comédie d'horreur, mais... Tabarnak, c'est plus près d'une comédie d'horreur qu'une comédie, je dirais. Et ce film-là s'appelle pas Dead Becomes Her, Drop Dead Gorgeous. J'ai juste vu la pochette de ce film-là et le trailer. C'est tout ce que... J'ai jamais vu le film. C'est fucking bon. C'est fucking drôle. C'est Denise Richards, ce film-là? Oui, ouais, c'est Denise Richards qui fait la poffine. Mais c'est aussi avec Kirsten Dunst et Kirstie Alley et... Merde, la dernière m'échappe. C'est pas un peu comme dans le ton de Jawbreaker, ça? J'ai pas vu Jawbreaker, mais c'est un mockumentary. Ok. Dans le sens que pour moi, ça a été précurseur de The Office, ce film-là. Écoute, parce que ça se passe dans une petite ville du Texas, je crois. Dans une... peut-être pas au Texas, en tout cas dans une petite ville, j'ai oublié dans quelle ville ça se passe. La ville du film, là. La ville du film. Une ville de redneck, ok, dans le fin fond des États-Unis. Dans lequel il y a un beauty pageant. Oui. Il y a un concours de beauté. Oui. Et il y a un documentaire, il y a une équipe de documentaires qui est sur place pour... il tourne un documentaire sur les participantes qui vont s'inscrire à ce concours de beauté-là. C'est géré par Kirstie Alley. Kirstie Alley, je pense, qui est là-dedans fait la mère de Denise Richards. Ça fait... Ils ont la même forme de face. Ah oui. Ce sont deux bitches qui eux autres font la famille super richissime. Puis de l'autre côté, t'as Kirsten Dunst qui participe au concours aussi. Qui elle vit dans un trailer park avec sa mère, qui travaille après l'école dans un salon funéraire. Elle s'occupe de maquiller les cadavres. À partir du moment où elle s'inscrit au pageant, les autres candidates commencent à mourir, elles se font assassiner. Fait que c'est super intéressant, c'est construit. Ouais, c'est de la faute à Denise Richards. C'est... ben là, je vais pas spoiler, mais oui. Puis... c'est dommage, mais j'étais certain que tu l'avais vu. Non. Je connais le trailer parce que dans le temps, il y avait un poste. Il y avait un poste au câble qui faisait juste passer ça, des trailers. Fait que fait que je regardais ça. J'étais comme ça, je veux voir, ça je veux pas le voir, ça je veux voir. Puis c'était en loop. Fait que je l'ai vu souvent. Bref, je ne peux que vous recommander ce film-là. C'est un humour comme ils s'en fait plus dans les comédies aujourd'hui. C'est dans les mêmes années, je dirais mais c'est dans les mêmes années que Jawbreaker et un peu avant Mean Girls et tout, mais dans le temps où il y avait encore des méchantes comédies pour ados. Dans le sens que les comédies pouvaient encore être mean-spirited. Là. Puis voilà, il y a des jokes. Il y a une scène dans ce film-là où il y a une ancienne concurrente qui est interviewée, puis elle souffre d'anorexie sévère. Fait qu'elle donne ses interviews pendant qu'elle est hospitalisée. Puis t'as le personnage de Kirsten Dunst qui est tellement une sainte là-dedans, qui brosse les cheveux, qui est là pour s'occuper d'elle. Puis
Puis pendant qu'elle brosse les cheveux, elle part avec une petite grosse mèche. Je m'excuse, c'était mes choix. Parce que sinon, je savais que tu m'y connaissais plus que vous, oui. Je savais que tu t'y connaissais plus que moi, oui, plutôt. Scratch that, reverse it. Mais ouais. Mais tu sais, tu m'avais demandé de faire un top 5. C'est drôle parce que en notant les... Tu m'as devancé, Julien. Oui, il m'a demandé ça. Et je l'ai fait. Mais c'est con parce que c'est en notant des films dans chaque année que j'ai fait comme oui, celui-là. Je mettrais une mention spéciale genre pour Gremlin 2 parce que ça, vois-tu, ça c'est comédie avant horreur. Il n'y a pas tant d'horreur dans le deuxième, c'est juste de la comédie, mais fuck, c'est drôle. C'est comme ça que j'ai connu les Gremlins en fait, avec le deuxième. Ouais. Je crois. J'ai été bien marqué par la Draglin. Puis vois-tu, ça aussi c'est hyper méta. Parce que c'est toutes des jokes sur les studios puis sur Warner Brothers qui sont pas mal les méchants du film. Fait que oui. Mais oui, comme tu as mentionné toi aussi, Return of the Living Dead, c'est impeccable comme film, il n'y a rien à changer là-dessus. Evil Dead 2, même chose. Ghostbusters, ça doit être un des films que j'ai regardé plus souvent quand j'étais petit. Dead Alive, ça me... Ah, ça, je m'étonne pas. Les gros plans, les mouvements de caméra. Oui, les choix de lentilles super larges. Mais tu sais, gros plan que juste sur un œil en espèce de fléchaille, c'est fou. C'est incroyable. C'est justement dans les films que quelqu'un me dit t'as-tu regardé ce film-là? C'est oui, tout le temps. Puis le fait que Peter Jackson s'était trompé entre des litres puis des gallons, puis qu'il a fait comment? Il faut que je rajoute du sang beaucoup dans le film. Puis c'est. C'est-tu vrai, ça? C'est donc bien bon. Ils sont trompés. Oh well. Lucky us. Puis, dans les films restants, je sais que je viens d'en parler, mais Deadstream, je sais que pas tant de gens l'ont vu, mais c'est un couple qui a fait ça. Puis qui ont écrit, réalisé ensemble. Le gars qui joue dedans l'a écrit avec sa blonde. Mais c'est sa blonde qui joue dedans aussi? Je ne suis pas certain. Je pense que ça, parce qu'elle a joué dans leur segment de VHS. Puis elle est très bonne. Mais ça, ces personnes-là, je veux qu'ils fassent plein de choses, donner-leur plus de projets parce que sont originaux, leur humour me rejoint énormément. Puis quand ils font de l'horreur, puis qu'ils prennent leur temps, puis qu'ils redescendent, c'est hyper efficace. Fait que c'est dans les unsung heroes d'aujourd'hui dans l'horreur, je crois, comme des gens qu'on ne connaît pas puis qu'on devrait. Parce que les autres, c'est tous des gros classiques. C'est clair que peu importe de quoi je parle là, les auditeurs l'ont déjà vu. Celui-là, je ne suis pas certain. Ils commencent encore, là, faut dire. Ce sont des cinéastes de la relève encore, je dirais. Oui, puis j'aime leurs monstres, ils sont cheap. C'est des monstres en papier mâché. Avec... C'est VHS. Ouais, mais attends, Deadstream, je me rappelle plus de quoi il y avait l'air les effets spéciaux, par contre. Pareil. Dans les deux, c'est équivalent. C'est la même... c'est le fun de voir qu'ils travaillent de la même façon, mais c'est assez efficace pour la façon qu'ils l'utilisent. Ça aurait pu juste être... Mais comme Stuart Gordon le disait si bien, t'auras beau avoir un sock puppet comme monstre, si les acteurs y croient, ça fonctionne. Ton meilleur effet spécial dans un film, c'est tes acteurs. Tant que les acteurs y croient, toi tu y crois. Mais c'est pour ça que j'adore Ginger Snaps. Mais oui. Le loup-garou est horrible. Il est terrible. Un gros rat. Un gros rat chauve. On dirait une décoration de chez Walmart. Ouais, mais nous. Mais c'est pas très beau. Mais non, ça fond. Puis tu sais, c'est tout ce qui vient avec aussi. Là. American Wolf in London, où est-ce que c'est une des plus belles scènes de transformation, mais il n'y a pas tant d'impact. Ça reste un classique, mais plus je le vois, ce film-là, puis plus je trouve que ça n'a pas tant sa place dans les classiques de l'horreur. Ouais, des fois, j'ai l'impression que la nostalgie 80 joue plus. Peut-être. Je veux dire, prends un film comme Flashdance. Flashdance. J'adore Flashdance, don't get me wrong. Ça raconte quoi, cette crise de film-là? Une femme forte, soudeuse, peut aussi faire de la danse et réussir à être sexy. Tu peux faire les deux. Oui, puis d'être ton professeur de 50 ans. Si ça te tente, t'as le droit. Le féministe, c'est pas juste de faire qu'est-ce que t'es supposé faire en tant que féministe, tu peux faire ce que tu veux. C'est ça qu'elle veut, c'est correct. Ouais. Les gens diront ce qu'ils veulent, ben moi aussi, she's a maniac. Oui. On the floor. And she dancing like
She never danced before. Ouais, parce qu'elle n'avait pas dansé avant, elle ne pouvait pas danser pareil. Mais on finit-tu un épisode de comédie d'horreur sur Flashdance? Hey, mais c'était beau, c'était synchronisé, puis tout. On pourrait se trouver une autre quote, là. Ou pas. On peut aussi finir sur Flashdance. On peut aussi finir sur Flashdance. Ben oui, on est au Café Plot, on fait ce qu'on veut. Non, mais... C'était très agréable de te recevoir au Café Plot, Julien. Oui, J'espère qu'on va pouvoir te recevoir très bientôt. Si ce fut intéressant seulement, là. Ouais, on parlera de Are you Afraid of the Dark ou autre. Ou autre. L'horreur pour enfants des années 90, c'était très gros. C'était très, très gros. Puis ça a disparu, puis c'est... Ouais. Ça a disparu quand je suis arrivé, fuck. Non, mais pour vrai, je serais... les genres disparus, les genres qui se sont éteints ou qui sont en voie de disparition, je pense que c'est intéressant. J'ai l'impression qu'en ce moment, le genre est en train de disparaître. J'ai l'impression qu'on veut mélanger de plus en plus les genres. Qu'on essaye de plus en plus de merger. Ouais, mais c'est super difficile de faire quelque chose de nouveau qu'on connaît. Tu sais, je vais finir avec une citation d'Alfred Hitchcock. Alfred Hitchcock avait dit « Je voudrais pas faire encore du cinéma dans 100 ans, tout le monde connaîtrait tous mes trucs. » Tu sais, je pense qu'on n'a pas le choix d'être rendu là de mêler parce que le monde, comme je t'ai dit, sont sophistiqués malgré eux. Ils ont vu tellement de films puis ils connaissent tellement où est-ce que ça s'en va qu'être original, ça devient compliqué. T'as pas le choix de diverger. Mais il y a encore de la place pour le nouveau, c'est peut-être plus pour des gros films, mais on est sursaturé, etc. Je vais pas partir à parler de les problèmes avec le streaming puis tout ça. Là, on va partir sur un autre 3 heures. C'est cela, oui. Alors, c'était Tootsie et Julien pour le Café Plot. Oui. À très bientôt. Non!